Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Gilles Paillé, porte-parole de la Direction des communications à l'Office québécois de la langue française et la commission de toponymie sur l'affichage en français et son importance dans la région. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois couvre l'ouverture du deuxième étage de l'organisme de l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et du spectre de l'autisme. Inauguration officielle du pavillon Sandra Bolduc de la maison Stéphane Fallu à Chambly. Finalement, entrevue avec Bertrand Loisel, organisateur communautaire à la CLSC pour le Salon des aînés à Chambly. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour les régionales. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Une troisième personne entre officiellement dans la course à la mairie de Belleuil. Il s'agit d'Olivier Cholette, un gestionnaire dans le monde des affaires qui se présente comme candidat indépendant. Il souhaite soutenir les PME locales, revoir certains règlements d'urbanisme et mieux contrôler les dépenses municipales. M. Cholette propose entre autres de réduire la taxe d'affaires pour les nouvelles entreprises et de verdir davantage les nouveaux quartiers. Très impliqué dans sa communauté, il est aussi derrière le projet de rachat de l'église Saint-Mathieu pour en faire une salle de spectacle. Il assure toutefois ne pas se présenter uniquement pour cette cause. Le candidat s'inquiète des coûts de certains projets municipaux, comme l'espace culturel Aurel Dubois passé de 15 à plus de 27 millions de dollars, ou encore du futur Arena estimé à 50 millions de dollars. Il suggère de soumettre ce type de projet à référendum pour consulter les citoyens. M. Cholette veut aussi investir dans les parcs, envisager la création d'un centre de congrès et renforcer la présence policière avec un deuxième poste à Belleuil. Face aux critiques d'un possible conflit d'intérêts lié à son implication dans le dossier de l'église Saint-Mathieu, il dit évaluer la possibilité de se retirer du projet pour se consacrer à la ville. La mairesse sortante d'Otterburn Park, Mélanie Villeneuve, a dévoilé sa plateforme électorale en vue du scrutin municipal de novembre. Sous le slogan « Notre communauté, notre ville », elle mise sur une approche axée sur la concertation et la vision à long terme plutôt que sur des promesses chiffrées. Son équipe, formée de candidats indépendants, présente une série d'engagements regroupés autour de 6 grands axes, dont l'environnement, la sécurité routière, le développement du milieu de vie et l'accessibilité. Madame Villeneuve dit vouloir bâtir sur les opportunités et consulter les citoyens avant de trancher sur les grands projets à venir. Parmi les dossiers prioritaires, l'avenir du bâtiment de l'ancienne École Notre-Dame II, que la Ville récupérera bientôt. La mairesse souhaite en faire un pôle communautaire en collaboration avec la population, tandis que son adversaire propose sa démolition pour y ériger un nouvel hôtel de ville. Autre volet central, le développement du secteur de la Pointe-Valaine que Mme Villeneuve veut transformer en véritable pôle culturel et sportif régional. Elle souhaite aussi créer un comité local de commerçants pour dynamiser l'économie du secteur. Mme Villeneuve promet de continuer à miser sur la collaboration et la participation citoyenne pour guider les décisions de la Ville. Son adversaire, le candidat à la mairie d'Otterburn Park, Stéphane Labbé, a présenté l'équipe qui l'accompagnera lors des élections municipales de novembre. Son objectif, offrir une alternative avec une équipe complète représentant chacun des 6 districts de la ville. Dans le district 1, Gérard Boutin signe un retour en politique municipale. Ancien maire et conseiller d'Otterburn Park entre 2007 et 2013, il mise sur son expérience et sa mémoire institutionnelle pour épauler M. Labbé. Paul Saint-Cyr, candidat du district 2, est résidente d'Otterburn Park depuis plus de 30 ans. Elle met de l'avant sa solide expérience en administration, en comptabilité et son engagement communautaire. Dans le district 3, c'est le père du candidat à la mairie, Charles Labbé, qui se présente. Gestionnaire d'expérience, il est aussi très impliqué dans le milieu sportif local.
Daniel Saint-Pierre, entrepreneur général et bénévole actif à la Maison des Jeunes, est candidat dans le district 4. En rémission d'un cancer, il souhaite mettre son expérience de gestion au service du développement de la ville. La conseillère sortante Clarisse Vien se joint à l'équipe dans le district 5. En poste depuis 9 ans, elle souhaite poursuivre son travail pour une gestion municipale réaliste et axée sur les besoins des citoyens. Enfin, c'est Raymond Champagne, spécialiste en gestion des risques, qui brigue le siège du district 6. Il veut mettre ses compétences en transparence et en gestion financière au service du développement harmonieux d'Otterburn Park. La Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville prépare déjà la prochaine édition de son grand gala Illumina qui se tiendra le 6 mai 2026 à l'Érablière Meunier. Sous le thème de l'ombre à la lumière, l'événement soulignera le talent, la persévérance et l'innovation du milieu des affaires de la région. La Chambre de commerce a d'ailleurs lancé l'appel de candidature pour les entreprises souhaitant se démarquer cette année. Parmi les étapes à suivre, lire le cahier de candidature, remplir le formulaire selon la catégorie choisie, compléter l'attestation de santé financière de l'entreprise, s'inscrire au cocktail de dévoilement des finalistes et envoyer le dossier complet par courriel. Quelques nouveautés cette année, de nouvelles catégories mieux adaptées aux réalités d'aujourd'hui et un processus simplifié, plus rapide et accessible à toutes les entreprises. Réclamant des actions concrètes pour sécuriser la route 223, la ville de Saint-Basile-le-Grand a lancé une campagne au ton humoristique intitulée « Ministère gère ta fougère » pour presser le ministère des Transports et de la Mobilité durable d'agir. Conçue avec le groupe des citoyens du chemin du Richelieu, la campagne met en scène la fameuse fougère du ministère, une plante imaginaire qui pousserait à travers les nids de poules de la route, symbole de son état de dégradation. Le slogan fait référence à une expression déjà utilisée par l'ancienne ministre Geneviève Guilbeault. Le maire Yves Lessard, qui a présidé sa dernière séance du Conseil le 1er octobre dernier, a réitéré l'urgence d'agir, dénonçant une route qui s'érode et met en danger les usagers. Le groupe citoyen demande notamment un lien cyclable, des réparations d'urgence, la stabilisation des berges et des mesures de sécurité accrues, comme la réduction de la vitesse et l'ajout de radars photo. En réponse, le ministère assure que 2 projets sont en préparation. Le resurfaçage complet du tronçon entre Carignan et McMasterville, ainsi que la stabilisation des talus à Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et Belleuil. Toutefois, il précise que ces travaux exigent plusieurs autorisations gouvernementales et consultations, notamment auprès des Premières Nations. Concernant l'aménagement d'une piste cyclable, le ministère souligne qu'il s'agit d'un projet complexe nécessitant un élargissement de la route et une entente financière avec les municipalités concernées, proposition qui attend toujours une réponse depuis juin 2024. Le ministère reconnaît que le confort de la route 223 n'est pas optimal, mais estime qu'elle demeure sécuritaire pour les usagers. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On rejoint maintenant M. Gilles Payet, qui est porte-parole à l'Office québécois de la langue française. Bonjour, M. Payet. Bonjour, M. Harvey. Il y a des nouvelles règles qui sont appliquées qui vont forcer les commerces à régulariser l'affichage. D'abord, en quoi est-ce que ces commerces-là devront se régulariser pour l'affichage extérieur de leur commerce? Bon, alors, il y a plusieurs choses à considérer. Évidemment, ce qu'on peut dire d'emblée avec l'Office de la langue française, avec l'Office québécois de la langue française, c'est que toutes les entreprises qui font affaire au Québec ont des obligations en ce qui concerne la langue de travail, mais aussi la langue du commerce et des affaires. Alors, quand on parle de la langue du commerce, là, ça nous amène à toutes sortes de choses, l'étiquetage et, comme vous le dites, l'affichage. Il y a des choses qui existent depuis longtemps. La Charte de la langue française existe depuis 1977. On n'est pas loin de 50 ans. Et puis, on a aussi des choses qui ont été modifiées dans la Charte depuis quelques années avec la loi sur la langue officielle et commune, le français. Alors, si on parle d'affichage, par exemple, prenons, on va séparer ça en deux, l'affichage des marques de commerce et l'affichage public. Alors, l'affichage public et la publicité commerciale, ça doit se faire en français. On n'en sort pas, c'est comme ça. Alors, ça veut dire ça quoi précisément? C'est que l'affichage public et l'affichage de la publicité commerciale, ça se fait en français. Ça peut être à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure d'une façon qui est, on appelle, nettement prédominante. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant de savoir. OK.
Comment on fait pour déterminer que c'est nettement prédominant? Est-ce que c'est en raison de la grosseur? Comment ça fonctionne, la disposition? Bien, vous avez une partie de la réponse, c'est-à-dire que nettement prédominant, ça peut considérer évidemment la présence du français en termes de nombre de mots, en termes de grosseur de mots, en termes de qualité de caractère. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est un caractère qu'on peut bien lire? Est-ce que c'est d'une couleur qui est voyante suffisamment? Si on parle de nette prédominance, il faut que l'impact visuel de ce qui est en français soit beaucoup plus grand, beaucoup plus important par rapport aux autres langues utilisées dans l'affichage. Si on prend un exemple, on va inventer un magasin de pneus, un commerce qui vend des pneus qui s'appelle par exemple Good Tires. Alors, si ce magasin s'appelle Good Tires, pneus à bas prix, ben, vous avez un affichage là, avec lequel vous pouvez moduler la grosseur des caractères, la couleur des caractères et l'importance du français dans tout ça. Alors, si vous avez un nom qui est en anglais ou une marque de commerce qui est en anglais, il faut que ce qui accompagne ce nom-là soit plus grand ou plus important. Ce qui veut dire Good Tires, à ce moment-là, vous pouvez avoir en bas pneus à bas prix, mais si vous ne le mettez pas de la bonne grosseur, ben, ça ne sera pas tout à fait correct. Alors, pour avoir une nette prédominance, vous allez avoir Good Tires, pneus à bas prix, et vous pouvez ajouter grande sélection. Alors, vous comprenez qu'en ajoutant ce qu'on appelle des spécifiques, en ajoutant ce qu'on appelle des choses qui sont descriptives, ben, on augmente la présence du français. L'idée, c'est que l'impact visuel du français soit plus grand. C'est ça la nette prédominance. Donc, on peut avoir un nom en anglais, mais il faut que ce qui vient avec ce nom-là soit à nette prédominance français. Est-ce que c'est le même critère qui est appliqué sur les emballages des produits? Oui, quand on parle d'emballage, spécifiquement, bien, on parle d'étiquetage, c'est la même chose. Alors, les bouteilles, tout ce qui s'appelle ingrédients, couleurs, saveurs. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé quand même depuis 1977. Et ça veut dire qu'en étiquetage, toute information qui est inscrite sur un produit, sur l'emballage ou sur un document qui l'accompagne, ça doit être en français. Mais c'est une information qui peut aussi être présentée dans une autre langue, mais ça ne doit pas l'emporter sur l'information qui est rédigée en français. Il faut que l'information en français soit disponible, claire, nette, limpide, précise. Et ça, cette règle-là, elle existe depuis 1977. Ce qui a changé depuis le 1er juin, c'est ce qui touche l'étiquetage des marques de commerce sur les produits. Ça, c'est une petite différence qui est quand même très importante. Donc, depuis le 1er juin, pour être précis, ce qu'on appelle les éléments génériques, les éléments descriptifs de la marque de commerce. Et j'y reviens, les ingrédients, la couleur, le parfum, les caractéristiques du produit, ça doit aussi figurer en français ou sur un support qui est attaché. S'il n'y a pas assez de place sur la bouteille, vous allez avoir un papier qui reste bien accroché. Mais le nom sous lequel le produit est commercialisé et le nom de l'entreprise, ça peut demeurer dans une autre langue, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez un exemple d'un dentifrice imaginaire qu'on va appeler la marque Happy Teeth, les dents heureuses. Bon. Alors, vous pouvez avoir les Happy Teeth tant que vous voulez, mais il faut avoir aussi quelque chose en français sur l'étiquetage. Alors, ça va vous donner une boîte où ça va être écrit que c'est à la menthe que les dentistes font confiance à ce dentifrice, que ça sert de blanchiment, que c'est un soin des gencives. Alors, vous voyez, M. Harvey, quand on ajoute des mots en français sur l'étiquetage, là, et que tout est bien équilibré, on respecte les règles et en cas de doute, on appelle l'office. Fondamentalement, selon vous, pourquoi c'est important d'apporter ces mesures-là législatives? Là, en quoi est-ce que politiquement, il fallait corriger la situation? Est-ce qu'il y avait des abus? La loi sur la langue officielle a été modifiée en 2022 avec des règles qui s'appliquent graduellement depuis ce temps-là. Pourquoi ça a été changé? Bien, il faut le demander aux gens qui font les lois. L'Office, nous, on se contente d'appliquer ces règles-là. La charte, comme je vous disais, existe depuis quand même très, très longtemps. C'est sûr qu'il y a un constat à la base qui dit que le français doit être protégé. Quand une province fait le choix de protéger sa langue principale et commune, en l'occurrence le français, ben, on prend les moyens et les règlements en place pour appliquer ce qui fait qu'on protège la langue française. Alors, c'est important de préserver le visage français du Québec. C'est un peu ça en quelques mots. Si, par exemple, une entreprise américaine, là, une grande entreprise, ne se conforme pas aux normes qui sont en vigueur depuis le mois de juin, comment ça fonctionne avec eux? Est-ce que le processus de correction, de plainte, est-ce que c'est plus difficile lorsque c'est
des multinationales avec qui on fait affaire? Toute compagnie, comme je l'ai dit au début, qui fait affaire au Québec, pas nécessairement les compagnies québécoises seulement, mais toutes les compagnies qui font affaire au Québec sont tenues de donner un service en français aux consommateurs et aux consommatrices. Ça veut dire un service en français en personne, au téléphone, par courriel, par lettre, par clavardage, et ça en tout temps, dans des conditions équivalentes, d'une façon compréhensible. Alors, cette règle-là, c'est la loi, il faut la respecter et tout le monde doit la respecter quand on est en affaires au Québec. Maintenant, c'est sûr que des fois, ce n'est pas facile. Des fois, il peut y avoir un manquement quelque part. Un manquement, c'est quand on manque à ses obligations. Et l'Office a l'obligation de traiter des plaintes et on en reçoit. On a eu une augmentation quand même de 140 des plaintes depuis 5 ans, 14 depuis un an. L'an dernier, 2024-2025, on a au-dessus de 10 300 plaintes. Il faut quand même dire une chose, M. Harvey, pour ce qui est des plaintes. Évidemment, on ne sait pas si la plainte qu'on fait, elle est fondée ou elle est recevable. Et là, il y a un guide sur notre site Internet pour savoir est-ce que la plainte que je veux faire, ça peut être reçue et traitée par l'Office. Alors, il faut aller voir le site pour vous en convaincre. Mais si cette plainte-là, elle est déposée, il faut savoir que dans les statistiques, il y a à peu près 22 des dossiers qui sont fermés parce que justement, les plaintes ne sont pas recevables ou ne peuvent pas être traitées par l'Office. Alors, on reçoit quand même plus de 10 000 plaintes, ça a été le cas l'an dernier, mais toutes les plaintes ne peuvent pas être traitées ou ne sont pas nécessairement justifiées. Alors, ça, c'est des choses importantes à savoir. Mais la chose à retenir, c'est que l'Office n'est pas un organisme qui punit d'emblée comme ça. On accompagne. C'est vraiment un organisme qui accompagne les entreprises, les personnes qui ont des manquements pour qu'ils se conforment finalement à la charte de la langue française. OK. Donc, par exemple, une entreprise que là, vous constatez qu'il y a un manquement, comment vous faites pour l'aider à améliorer son service? Quand on constate qu'il y a justement un manquement, c'est-à-dire qu'on prend contact avec l'entreprise, on regarde quel est le problème et on regarde comment y remédier et on s'adapte aux besoins et aux capacités de l'entreprise. Alors, ça peut être de la restauration, ça peut être du commerce au détail, ça peut être dans un milieu de travail. Alors, dans tous les cas, les plaintes ou les manquements sont traités avec une formule d'accompagnement. C'est très, très rare que les plaintes mènent ou les problèmes mènent à des cas qui sont judiciarisés. Alors, dans l'immense majorité des cas, les problèmes sont réglés d'eux-mêmes avec justement l'accompagnement. Il faut savoir que le nombre de plaintes qu'on a, il y a 3 principaux motifs de plainte à l'Office québécois de la langue française. Dans un premier lieu, à 40 c'est la langue de service qui fait l'objet de plainte. En deuxième, c'est la documentation commerciale. Vous savez, quand on a, je ne sais pas moi, un contrat qui vient avec un service, s'il y a des problèmes avec ça, et c'est le cas dans 24 des cas. Et le troisième motif de plainte le plus courant, c'est l'affichage public et commercial à la hauteur de 18 Évidemment, ces plaintes-là sont réparties. Plus il y a de commerce dans un endroit, quand il y a une densité commerciale, plus on est susceptible de recevoir des plaintes. C'est un peu normal. Et c'est à Montréal, à 53 où on a le plus de plaintes en général. En tout cas, l'année passée, c'était le cas. Et en Montérégie, votre région, c'est deuxième en importance avec seulement 12 quand même, il faut le dire, des plaintes. Pourquoi vous pensez qu'en Montérégie, il y a cette accumulation-là? La densité commerciale, probablement, la densité de la population. Quand on regarde le Québec, il y a beaucoup plus de monde au Québec et de commerce par le fait même dans la partie sud du Québec. Et ça inclut la grande région métropolitaine et on peut inclure la Montérégie à juste titre là-dedans. Monsieur Payet, je rappelle, vous êtes porte-parole à l'Office québécois de la langue française. On invite toutes les personnes qui pourraient voir des manquements ou encore les entreprises qui ont des questions à comment se conformer à visiter le site oqlf.gouv.qc.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Madame Saint-Aubin, quel est l'événement aujourd'hui ici à la VRDI? Aujourd'hui, c'est le 5 à 7 pour l'inauguration du 2e étage pour mieux desservir notre clientèle de 13 ans et plus, et puis pour nos aînés et nos 21-55 ans. Donc, vous avez mis sur place plusieurs rénovations, mais aussi des ajouts à l'édifice même. Oui, on a rajouté le 2e étage pour centraliser nos services et en même temps pour donner la salle au 240 RTL à notre service de répit. Ça a été quand même beaucoup de travail pour faire cette rénovation-là. Comment a été votre parcours?
Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille, 3 ans quand même qu'on travaille sur ce projet et on avait vraiment hâte de voir la finalisation de notre rêve. Et puis depuis les derniers 5 mois, c'était la grande construction de notre 2e étage et la rénovation totale pour un cure de rajeunissement à notre édifice. Donc, vous pouvez maintenant accueillir vos membres plus aisément avec un 2e étage. J'imagine qu'il y a plus d'espace. C'est quoi les changements que ça a apporté au niveau des programmes? Les programmes ont resté de même, sauf pour le répit que maintenant, on l'a officiellement 5 jours semaine au lieu de 3 jours semaine et quelques journées ici et là. Donc, pour 5 jours de semaine de répit aux familles, c'est important pour que les familles puissent faire leurs choses qu'ils ont besoin de faire pendant la journée, puis nous, on s'occupe de leur protéger. Pour les gens à la maison qui connaissent peut-être pas la VRDI-TSA, c'est quoi exactement l'organisme? Le VRDI, c'est l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Et puis, on dessert les 13 ans et plus. L'été, donc, l'été, les loisirs, c'est 13 ans et plus. Le maintien des acquis, c'est à partir de 21 ans. Et puis, le 40 jours aussi, c'est pour les 13 ans et plus. Donc, on a un ratio plus grand. Donc, on dessert des gens qui n'ont pas de troubles de comportement grave, mais on a une belle clientèle à travailler avec. Et puis, on fait la suite, suivi après les écoles, les services scolaires de 21 ans et plus. C'est quoi le coup de cœur des membres qui viennent ici? Qu'est-ce qu'ils vous ont parlé le plus sur les rénovations? Le coup de cœur de nos membres, de leur façon, de la rénovation, ils sont tellement heureux, ils disent que les locales sont tellement lumineux, c'est tellement beau, on dirait qu'on a plus d'espace. On n'a peut-être pas plus d'espace, mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux, accueillant. On a rénové de A à Z, donc en même temps plus éco-énergétique, plus... Tout a été pensé pour la rénovation. Vous avez dû aussi collaborer avec la municipalité, avec les architectes. Comment s'est passée la collaboration avec vos partenaires? Super bien. Nos architectes ont été recommandés par une amie et puis c'était une perle à travailler avec. La municipalité également. Ils nous ont fait un don de 2 500 $ pour le permis et après un autre 500 $ pour la construction du 2e étage. Donc, on les remercie également. Belle collaboration. On a parlé de la pancarte qu'on voulait garder, notre logo libre de savourer la richesse de nos différences et la municipalité a accepté le logo avec le slogan de la VRDI-TSA. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir dans les locaux ici? Pour l'avenir des locaux, qu'une continuité à perpétuité. Là, c'est rénové de A à Z, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de train français, de nouvelles toitures, de quoi que ce soit, la ventilation. Donc, c'est une pérennité de l'organisme à l'intérieur des locaux du 625 Le Chasseur. Et puis, une belle place pour nos participants de se rassembler, de se sentir bien enveloppés, entourés de nos intervenants. Et une belle continuité. Eh bien, on vous laisse aller retourner à vos convives. Merci pour cette entrevue. Bien, merci beaucoup. Donc, moi, je me suis donné la mission cette année de rendre le VRDI très attrayant pour les entrepreneurs de la Rive-Sud, puisqu'il y a une vision que c'est bon pour les bénéficiaires et tout ça, pour leur développement et tout ça. Puis il y a une vision aussi que les parents qui ont des enfants ou des proches qui s'occupent de personnes qui ont des déficiences et tout ça, aiment bien que leurs personnes soient bien, soient bien dans des endroits qui sont bien développés pendant le jour. Puis, ça aide tous les entrepreneurs du coin. Donc moi, je me suis donné comme mission de propager la bonne nouvelle de l'AVRDI, puis que le tissu entrepreneurial de la Rive-Sud de Montréal s'implique pour donner des sous et qu'on développe, et qu'on développe, et qu'on développe, et qu'il n'y ait plus une personne qui soit laissée pour compte, qui a besoin de services, puis qu'une autre personne qui pourrait travailler pour les entrepreneurs locaux et les compagnies locales ne puisse pas y aller. Donc, mon entreprise qui s'appelle Valusa donne un don de 10 000 $. TVR9 est aujourd'hui à l'inauguration du pavillon Sandra Bolduc de la maison Stéphane Fallu, un projet unique ici à Chambly qui permet aux jeunes issus de la DPJ d'avoir une porte d'accès à leur nouvelle vie. C'est un projet qui permet à 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes maintenant de passer quelque temps
de se poser, de se réorienter, de terminer des études ou de trouver une façon de gagner honorablement leur vie et ensuite de pouvoir vivre dans notre société. Alors, on a accompagné les gens ici de la maison Stéphane Fallu et de POSA Source des Monts et on leur a posé quelques questions. Bien, je me présente, moi c'est Anthony, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ce moment marquant. Moi, c'est Élodie et c'est un grand honneur de partager cette prise de parole avec vous. Nous voulons d'abord vous remercier sincèrement les distingués invités présents aujourd'hui. Donc, on a Monsieur Carl Talbot, maire suppléant de Chambly, Monsieur Jean-François Roberge, député provincial de Chambly, Monsieur Yves-François Blanchet, député fédéral de Chambly, Monsieur Lionel Carman, ministre des Services sociaux, Madame Nathalie Larue, première vice-présidente services aux particuliers et vie associative au mouvement Desjardins, et Madame Claudette Janotte, directrice de la Caisse des Jardins du bassin de Chambly, ainsi que plusieurs dignitaires de la communauté venus de partout au Québec. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'honorer POSA Source des Monts de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour souligner un jalon important, le début de la 25e année d'existence de POSA Source des Monts. Un organisme qui est le fruit de la fusion entre POSA, Porte ouverte sur l'avenir, et la Source des Monts, unis officiellement en octobre 2005. Dès le départ, ces deux organismes avaient un objectif commun, l'insertion sociale et l'accompagnement des jeunes. En se regroupant, ils ont formé une organisation plus forte au service de la jeunesse et de la communauté. La mission de POSA est claire, lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté des personnes de 35 ans et moins, avec une attention particulière pour celles et ceux qui font face à des problématiques de dépendance. Aujourd'hui, POSA s'appuie sur près de 25 ans d'expérience, une équipe passionnée et des services variés comme le travail de rue, la clinique jeunesse, le programme J'ai faim à tous les jours, les projets Pause, les ateliers artistiques Posarts, les activités interculturelles d'Éclate tes horizons, et bien sûr la maison Stéphane Fallu. Ces services sont portés par nos valeurs fondamentales, humanisme, confiance, écoute, respect et estime de soi. Aujourd'hui, nous marquons le coup d'envoi des célébrations du 25e anniversaire qui seront ponctuées de conférences, d'expositions, de spectacles et même de documentaires retraçant notre parcours, incluant celui de TVR9. Mais surtout, nous vivons ensemble un moment très attendu, l'inauguration du pavillon Sandra Bolduc, qui permettra d'accueillir des jeunes femmes quittant la DPJ à 18 ans. Et c'est justement l'histoire de la maison Stéphane Fallu que nous voulons vous rappeler aujourd'hui. C'était par une journée ensoleillée, notre directrice, Sandra Bolduc, a aperçu son voisin assis sur son gazon. Et elle a eu une idée audacieuse, lui demander de lui vendre sa maison pour offrir un toit et des services aux jeunes quittant la DPJ. Après quelques discussions avec lui, avec Stéphane Fallu, avec le conseil d'administration et grâce à l'implication des employés dont Philippe Vaillancourt, le projet était lancé. 9 mois plus tard, naissait la maison Stéphane Fallu. Un an plus tard, un bénévole, Alexandre Vézina, parcourait le Québec à pied pour sensibiliser la population des jeunes aux besoins des jeunes quittant la DPJ et particulièrement des jeunes femmes. Cet exploit, combiné à la mobilisation de nombreux partenaires et de Stéphane Fallu, a permis d'amasser des fonds pour construire un pavillon destiné aux jeunes femmes. Et aujourd'hui, nous avons la fierté et l'émotion d'inaugurer le pavillon Sandra Bolduc.
pavillon qui représente bien plus qu'un bâtiment. C'est un symbole d'espoir, de dignité et d'avenir pour les jeunes femmes qui franchiront ses portes. Avant de poursuivre, nous voulons souligner la présence d'alliés qui, au fil des ans, ont appuyé l'organisme. Le maire sortant de Carignan, M. Patrick Marquez, et l'ancien maire de Chambly, M. Denis Lavoie. Merci à vous. Et pour replonger dans l'histoire de POSA, nous avons la chance d'accueillir l'un de ses cofondateurs. J'invite donc M. Serge Savoie à prendre la parole pour nous faire voyager dans le temps. Ah oui! Donc, on m'a demandé de faire un retour dans le temps. Je vous ramène vers le milieu des années 90 avec quelques amis, dont ma collègue ici, Sandra Grosjean. On a décidé de mettre en place une ressource pour les jeunes de 35 ans et moins. Le but, dès le départ, c'était, on appelait ça, la mission de la lutte à l'exclusion sociale. Donc, ça a pris quand même un certain temps à se mettre en place tout ça. Au début, on nous traitait de pelleteux de nuages. On travaillait dans nos sous-sols. À un moment donné, faire une histoire courte, j'ai eu l'opportunité de travailler comme travailleur de rue ici à Chambly. À l'époque, c'était la Maison des jeunes excusez-moi, qui s'occupait du travail de rue. Donc, de pelleteur de nuages, je suis devenu travailleur de rue. On a mis ça en place tranquillement, pas vite. Le premier événement qu'on a fait, donc qui a mis vraiment quelque chose de concret sur la table, c'était l'événement POSA 2000 à l'été 2000, ici au Parc Gilles-Villeneuve. Dès le départ, on a eu la chance d'avoir le soutien de la ville de Chambly. À l'époque, c'était le maire Pierre Bourbonnais, qui est récemment décédé, qui nous avait gracieusement prêté l'ancienne annexe l'ancienne caserne de pompiers derrière la mairie, de 1500 Bourgogne, avant que ce soit rénové. Aujourd'hui, c'est super beau, mais à l'époque, c'était correct pour nous autres. Ensuite, on est déménagé au 1999 Bourgogne, un autre local de la ville. Tout ça se faisait avec l'huile de bras, c'était beaucoup du bénévolat. On a eu des projets. On avait le travail de rue qu'on a repris de la Maison des jeunes. On a lancé un premier événement, un premier projet POSE, porte ouverte sur l'emploi, et ça existe encore aujourd'hui, les projets POSE. Donc ça, c'était en 2001. C'est la charte de POSA, dans le fond, elle est arrivée. POSA, dès le départ, c'est le nom que j'avais donné. Le projet, ça s'appelait Porte ouverte sur l'avenir. Donc, décidé de mettre un acronyme, POSA. À l'époque, on m'appelait Serge POSA, alors que mon nom, c'est Serge Savoie. Ceux qui étaient là s'en souviennent. Donc, c'est ça, en 2001, c'était le premier projet POSE. On a eu aussi un projet avec l'école secondaire de Chambly de lutte au décrochage scolaire. C'est là que ma collègue Sandra, qui étudiait, elle, en enseignement, on voulait lui faire faire sa maîtrise en pédagogie alternative. Elle s'est fait ramener un petit peu sur terre. Voilà. On avait aussi, je me tiens à nommer, parmi les cofondateurs... Ah. Parfait. C'est pas grave. Je parlais d'elle. Donc, un aussi des cofondateurs bien important qui n'a pas pu être ici ce matin, à moins qu'il soit là, je ne le sache pas, David Boisvert, un gars de Chambly aussi. Et j'avais aussi un collègue de l'université en psychoéducation que j'avais amené, un gars du bas du fleuve, Éric Lévesque, qui était venu vivre à Chambly pour qu'on mette tout ça en place. Donc voilà. À un moment donné, oui, on avait de l'argent pour des projets, mais on n'avait pas d'argent pour le financement de base. Donc, on n'avait pas le fameux PSOC. Monsieur Carman est ici, il connaît ça, monsieur le ministre, le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Voilà. Donc, il est arrivé une belle opportunité, dans le fond. Je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la fusion avec POSA, Porte ouverte sur l'avenir, et la Source des Monts. À l'époque, M. Jacques Proulx est ici, je l'ai rencontré tantôt. Jacques Proulx était directeur à l'époque de la Source des Monts. Merci Jacques encore, parce que n'eût été de cette fusion avec la Source des Monts, comme je l'ai dit, on ne serait pas ici. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était un organisme en prévention des toxicomanies, un organisme du réseau qui est venu prendre la mission de cet organisme communautaire-là, le Virage, qui existe encore aujourd'hui. Donc, la Source des Monts s'est retrouvée sans mission, mais avec un PSOC, un programme de soutien aux organismes communautaires. Et nous, on en a profité. Et quelques mois plus tard, en 2005, on a acheté la maison du 620 Sénécal, etc. Aujourd'hui, vous voyez tout ça. Moi, j'ai été là jusqu'en 2009, jusqu'à temps que je perde la vue. Je suis revenu un peu plus tard. À ce moment-là, il y avait une corporation qui s'était créée, la Clinique des jeunes du bassin de Chambly. J'en suis devenu président, Aujourd'hui, tout ça est mis ensemble.
Je m'arrête ici, je pourrais vous parler de ça pendant 3 jours, ça me passionne, mais puis je veux dire, je suis très très content très content d'être ici et de savoir que cet organisme-là qu'on a mis au monde, ben, il est rendu un adulte et qu'il vit très bien. Donc, longue vie à POSA, Source des Monts, et merci beaucoup à tout le monde. Bravo! Je suis en compagnie de Sandra Bolduc, qui est directrice générale de POSA Source des Monts. Bonjour Sandra. Sandra, aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est l'inauguration du pavillon qui porte votre nom. Oui, tout à fait. C'est une grosse journée. Ça a été pas une course, mais un marathon qui a pris plusieurs jours, mais on a vraiment une équipe extraordinaire qui nous a aidés à arriver à ce jour-là. Et c'est aussi... on souligne aussi le 25e anniversaire de l'organisme. Oui, tout à fait. Ça fait 25 ans, en fait, même si les lettres patentes disent 2005. Dans les faits, c'est en 2000 parce qu'il y a eu une fusion en 2005. Quand vous regardez tout le travail qui a été fait durant ces 25 dernières années et tous les services qui ont été ajoutés, quelle est votre plus belle réussite finalement? Ben, c'est la maison Stéphane Fallu. Mais en même temps, je dis ça, mais en même temps, il y a tellement de belles choses qu'on a fait. On a réussi à maintenir la clinique jeunesse ouverte. C'est important, là. C'est plus de 800 jeunes qui viennent à chaque année à la clinique. J'ai fait à tous les jours. C'est aussi important là, d'avoir réussi à rattraper ça au bon. Ça devait fermer, puis on a réussi à rattraper ça pour continuer à nourrir les enfants dans les écoles. Le programme PAUSE, le retour du programme de porte ouverte sur l'emploi qui avait arrêté depuis plusieurs années. On a réussi à retrouver les sous puis la façon de faire pour pouvoir reprendre ce service-là. Pas mal tout est important pour moi, mais c'est vrai que là, c'est le bébé. C'est le dernier, la maison Stéphane Fallu avec le pavillon pour les jeunes filles, le pavillon Sandra Bolduc, oui. Comment ce projet est né? C'est un peu né dans votre tête, là. Comment vous avez rêvé ce projet? Mais en fait, pour la maison, c'est que je regardais les rapports trimestriels de chacun de mes employés. J'en faisais la lecture dans mon bureau. Puis je suis partie chercher quelque chose à ma voiture. Et puis j'ai vu mon voisin qui était sur son terrain. Puis j'ai juste comme eu une image, puis un mot qui m'est venu dans la tête, c'est « chambre en ville ». Puis là, je voyais, ah oui, quelqu'un qui s'occupe de ces jeunes-là, parce que je réalisais que la plupart des jeunes que je pouvais reconnaître dans les rapports, même s'il n'y avait pas les noms, je les connais pas tous, mais beaucoup, c'était des jeunes qui venaient des centres jeunesse ou qui avaient été en centre jeunesse plus jeunes. Puis ça leur prend ça. Puis c'est juste une idée comme ça. Puis ça a pris 5 minutes, tout était placé dans ma tête, comment c'était pour être, ce serait quoi notre créneau et tout ça. Donc, puis voilà, c'est à partir de ça. Là. Qu'est-ce que permet la maison Stéphane Fallu, le pavillon Sandra Bolduc, à un jeune qui arrive ici? Mais en fait, la maison Stéphane Fallu, c'est pour les jeunes qui doivent quitter la DPJ, les services de la DPJ à 18 ans. Et qui se trouvent sans ressources. On pouvait accueillir depuis 3 ans 6 garçons à la fois, donc qui peuvent rester jusqu'à 2 ans. La moyenne, c'est environ 9 mois, là, la moyenne qui reste. Et puis, mais ça prenait une ressource pour les jeunes filles aussi, parce que de plus en plus, on se ramassait avec des jeunes filles qui ne cadrent pas dans un service pour violence conjugale, parce que c'est pas nécessairement la violence conjugale, mais ça le devient s'ils ne sont pas pris en charge, parce que faut qu'il y ait un toit au-dessus de leur tête. Fait que parfois, qu'est-ce qu'ils décident de faire ou qu'est-ce qu'ils acceptent de vivre pour pouvoir survivre. C'est terrible, là, autant dans la rue que chez un conjoint violent, mais des fois, on ne peut pas les envoyer là. On ne peut pas les envoyer dans une ressource pour les familles parce qu'ils ne sont pas une famille. Donc, il reste les auberges jeunesse qui, mon Dieu, Seigneur, merci d'exister, mais en même temps, c'était pas nécessairement adapté pour les jeunes de la DPJ qui ont beaucoup, beaucoup de cheminement à faire au niveau émotionnel, évidemment, au niveau de la prise en charge de leur médication, au
niveau de la compréhension de certaines mœurs de la vie et sociale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre pour les jeunes, puis ça se fait pas en 2-3 mois, là. Dans le concret, comment on fonctionne pour leur apprendre justement tout ça? Bien, on les laisse s'enfarger un petit peu. Donc, moi, j'aime ça dire que tu sais, tu peux pas tenir un enfant puis continuer à l'institutionnaliser en les gardant dans les mêmes conditions. Tu rentres à telle heure, tu sors à telle heure. C'est pas comme ça. Tu sais. On a tous mûri en apprentissage. C'est quand on apprend de la vie qu'on se souvient le plus. Donc, s'ils veulent rentrer à 2 heures du matin, bien, rentre à 2 heures du matin, mais tu vas voir que tu auras de la misère à te lever demain matin. Puis probablement que tu vas perdre ton emploi. Puis là, tu vas stresser puis tu vas vivre de l'anxiété quand tu vas venir le temps de payer ton loyer. Mais si tu ne me crois pas, vis-le. Puis on en discutera après, mais tout tient autour de leur projet de vie parce qu'ils doivent avoir minimalement 17 ans et demi, avoir reçu les services de la DPJ dans la dernière année. Mais en plus de ça, il faut qu'ils aient un projet de vie. Puis c'est sur ce projet de vie-là qu'on travaille quand on est ici. Mais ça amène plusieurs sphères. Ça amène à apprendre à se faire à manger correctement, à apprendre à manger aussi avec peu de moyens. Parce que quand ils vont être en appartement, c'est sûr qu'ils ne seront pas millionnaires. Hein? Donc, apprendre à se nourrir avec peu de moyens, apprendre à vivre avec les autres sans qu'il y ait un gardien de sécurité entre les deux pour vous dire comment vous parlez. Donc, c'est vraiment un apprentissage de la vie qu'ils viennent faire ici, mais avec un filet de sécurité, puis surtout beaucoup d'amour, puis d'attention, puis de bienveillance. Ils sont entourés, évidemment, d'intervenants de Posa sur ce démon. Ils sont entourés aussi de bénévoles, ceux qui leur apprennent à faire à manger, entre autres. Oui, effectivement. Pour ce qui est des bénévoles, il n'y a aucun intervenant. Les intervenants, ce sont des intervenants payés par Posa sur Zémont, là, par notre organisme. Mais il y a beaucoup de bénévoles. J'ai Marc qui vient faire à manger. J'ai Jean-Félix qui vient des fois aider un peu à l'entretien, les réparations, les choses comme ça. J'en ai d'autres aussi qui offrent du bénévolat parfois, mais c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut être bénévole parce qu'on fait un rattrapage d'empêchement judiciaire. Pas d'antécédents. Moi, s'il y a eu une petite altercation il y a plusieurs années, ça ne change rien, là, mais est-ce qu'il y a des empêchements? On fait le tri quand même là, pour s'assurer que la personne est sécuritaire. Et puis, il faut que le bénévole me dise qu'est-ce qu'il est prêt à faire aussi. Parce que juste dire « je veux être bénévole », OK, mais tu veux faire quoi? C'est quoi tes aptitudes? Donc, si la personne dit « ah, j'ai un beau passé, j'aimerais ça le remettre », non, je suis désolée, mais l'intervention reste avec les intervenants. Dans le projet de la maison Stéphane Fallu et du nouveau pavillon, il y a évidemment toute une communauté qui s'est mobilisée. Parlez-nous de ça. C'est incroyable, la communauté. Puis là, je parle pas juste de Chambly, là, parce que nous, on dessert les jeunes de partout au Québec, là, peu importe d'où ils viennent. Au Québec, ils sont desservis s'ils ont les 3 critères, là. Mais que ce soit l'entrepreneur qui a construit ici, qui appelait chacun de ses sous-traitants pour demander « tu peux-tu faire un petit spécial? Peux-tu faire un rabais? Peux-tu t'assurer que c'est fait? » Il s'est donné corps et âme, Maxime. Puis, mais que ce soit le notaire, que ce soit l'évaluateur qui a fait ça gracieusement, que ce soit les gens. On a fait un week-end, un appel à l'aide pour faire le grand ménage de la maison après construction. Il y avait plein de monde. On ne savait même plus où les mettre, tellement qu'il y a du monde qui sont venus donner un coup de main pour rendre ça beau et propre, là, pour qu'on puisse commencer à monter les meubles puis installer tout ça. C'est vraiment toute une communauté. Puis aujourd'hui, à l'inauguration, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes. Puis c'est le partenaire proche, là, même pas éloigné. Donc, c'est vraiment un beau geste communautaire qui peut se répéter un peu partout au Québec. Est-ce que Sandra Bolduc a encore des rêves? Tellement! J'aimerais ça, des petits appartements de transition. Une fois qu'ils sortent de la maison Fallu, ça pourrait les aider, mais j'aimerais ça pouvoir accompagner d'autres organismes un peu partout au Québec à ouvrir leur propre maison Stéphane Fallu, sans nécessairement porter le même nom, mais qui serait dédié vraiment pour les ex-placés, là. Donc, ça, je rêve de pouvoir faire ça puis aider à ces jeunes-là, là, puis à ces gens-là. Il y a présentement un projet, justement, qui commence à se faire, je pense, sur la Rive-Nord. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien,
C'est un ébauche. En fait, il y a peut-être quelque chose qui se va faire sur la Côte-Nord pour la communauté Innu là-bas. Donc, nous, on est allés les rencontrer. Ils sont venus aujourd'hui visiter les installations. Puis ça serait un de mes rêves là, avec mes belles lunettes roses, dire on va le faire ensemble, puis on va pouvoir faire un bel échange entre les deux, entre les deux ressources. Madame Sandra Bolduc, directrice générale de Posa Source-des-Monts et porte-parole du pavillon, Sandra Bolduc, merci beaucoup. Merci de votre implication. Merci à vous, vraiment. Ah! Christ que je suis content. À chaque fois, je me suis dit, là, cette année, là, je vais être calme, tout ça, mais je vous vois vos faces, je vois des sourires, je vois des amis, je vois des nouveaux amis, je vois des gens qui doutent, qui font, qu'est-ce que ça va-tu marcher, cette maison-là? Je vois des gens du politique qui sont là, Christ, qui sont là, toute la gang. Ce qu'on fait là, aujourd'hui, là, c'est hallucinant. Puis je vais vous le dire, parce qu'il y en a plein qui essayent de faire des projets comme ça, mais t'as une madame, une femme, sûrement une maîtresse incroyable, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un comme ça que dans sa tête, là, c'est juste de l'amour qui sort tout le temps. Puis ça paraît en tabarnouche. Je le sais que ce qu'on fait, là, on le fait pas pour nous autres, on le fait pour les kids, on le fait pour des jeunes. Parce que moi, je fais le tour du Québec, puis il y a des jeunes qui font « Hey, je pourrais-tu en avoir une maison, Fallu? Je pourrais-tu avoir une place? Parce que je suis tanné de rentrer chez nous, j'ai peur à la maison. » Ce qu'on offre, là, c'est de la sécurité, c'est du rêve, c'est de la vraie fucking vie. C'est des jeunes. Nous autres, on a installé nos affaires, on a des REER, on fonctionne, on a nos misères. Mais eux autres, là, ils sont là. Regardez comment ils sont extraordinaires, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Tu sais, le quotidien, là, c'est des faces, c'est des gens qui travaillent ici, qui travaillent fort, qui sont là pour leurs kids, qui pourraient faire bien plus d'argent ailleurs, mais qui le font ici. Fait qu'il faut pas lâcher. T'sais, on le fait pour les jeunes. Moi, je veux que ces employés-là restent. Il faut ramasser des sous, il faut avoir des fonds. Là, on a un show Fallu, c'est même pas encore complet. Fuck off. Tu sais, come on, réveillez-vous, tout le monde. T'sais, tout le monde veut aider, mais là, il faut être actif, il faut être proactif. C'est pas juste de l'argent, c'est du temps, c'est de l'expertise. On est capable de grandes choses. Arrêtons de penser dans notre petite maison puis juste sortir une fois de temps en temps. Offrez du temps, vous êtes capable, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Mon nom est Stéphane Fallu, puis je ne lancerai pas le micro parce qu'il n'y a pas de qualité. Merci beaucoup. Merci, Sandra. Merci, Pierre. Monsieur Loisel, vous êtes l'organisateur communautaire au CLSC. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici à Chambly? C'est le salon annuel des aînés de la région du bassin de Chambly. C'est 25 organismes communautaires qui, sur une base régulière, se rencontrent et font différents projets, dont la tenue de ce salon-là. On approche du 20e salon dans 2 ans. Alors, ça fait déjà un bout de temps, toutes les années, 150, 200 citoyens, citoyennes qui viennent rencontrer Aujourd'hui, on est un peu plus, on est 27 kiosques de différents organismes. Il y a aussi des organismes parapublics, le CLSC, les villes qui sont là, les services de police, les pompiers, mais aussi une vingtaine d'organismes communautaires qui offrent différents services à la population aînée. Aînée, c'est 50 ans et plus. Et comment vous avez fait pour choisir ces organismes-là? Est-ce qu'ils sont venus à vous naturellement après autant d'années? Ils le savent que ça revient à chaque année? Bien, le salon est organisé par une concertation d'organismes. Ça fait donc plus de 20 ans pour ce qui est de la concertation, c'est-à-dire la table de concertation, la rencontre régulière de ces organismes-là. Puis ces organismes organisent différents projets, dont la tenue du salon. Et depuis quelques années, la Ville de Chambly nous offre un soutien qu'on tient quand même là, à souligner et à remercier la Ville. On est vraiment, vraiment bien accueillis ici. Alors, c'est pour la population de la région, mais on est ici à Chambly. Et vous voyez, là, c'est très agréable comme organisation. Mais il y a aussi en même temps, cette année, 4 conférences qui se tiennent en même temps durant la journée, en même temps que les kiosques. Il y a sur la prochaine danse, service incendie qui va aussi venir faire des petits ateliers de prévention. Il y a un atelier sur des services funéraires. Il y a un atelier sur... il y en a plusieurs. Donc, beaucoup de prévention, beaucoup de services offerts, aussi le volet bénévolat. Donc, vous voulez attirer les gens vers s'offrir comme faire du bénévolat, en fait.
Oui, le bénévolat au sein des organismes, mais on offre beaucoup aussi ces organismes offrent aussi beaucoup de soutien aux aidants naturels, pas naturels. On joue avec l'expression parce qu'effectivement, même si les aidants naturels, c'est généralement des proches, c'est quand même un certain poids, il ne faut pas le cacher, à assumer ce rôle. Alors, les organismes ici, les centres d'action bénévole, entre autres, sont des groupes qui aident beaucoup, qui soutiennent les aidants naturels. Alors, c'est pour les aînés, c'est pour leurs proches aidants, c'est pour la population en général. On parle beaucoup d'aidants naturels, des personnes âgées, mais de nos jours, il y a beaucoup de jeunes familles qui se retrouvent aidants naturels des grands-parents, dont, d'une certaine façon, les enfants aussi sont impliqués dans cette méthode de vie-là. Vous avez raison, mais c'est aussi, on encourage aussi que la participation complète de la société aux personnes plus âgées qui ont besoin de soutien. Mais quand même, pour revenir à ce que je disais tantôt sur le fait que le Salon des aînés, c'est pour les 50 ans et plus, c'est que c'est pas juste une question non plus d'aidants naturels ou de personnes en grand besoin, mais de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly est ici. Il y a beaucoup de clubs de loisirs, la FADOC, etc. Il y a beaucoup d'activités, les organismes communautaires, il y a beaucoup de groupes d'aide, d'entraide, en sécurité alimentaire, des conseils financiers, etc. Ça ratisse vraiment très large, là. Donc, l'intérêt là, pour à peu près tout le monde de faire un petit tour ici, là, les portes sont grandes ouvertes. Oui, comme vous le dites, le portrait des aînés n'est plus le même. D'une décennie à l'autre, il y a beaucoup d'évolutions, donc il faut que tous les organismes puissent s'habituer à ça aussi, ce changement-là de mode de vie. La population est vieillissante, dans le sens très positif du terme, c'est-à-dire que notre espérance de vie se rallonge. Mais une notion importante, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ça aussi, ça augmente, mais nécessairement, l'espérance de vie aussi, avec une santé décroissante, est là. Donc, il y a certainement un fardeau au niveau de la santé, mais il y a aussi, avec le vieillissement de la population, tout un autre spectre qui est celui des conditions de vie, de la question du transport, de la question du logement, etc. Une personne aînée, surtout si elle est seule, peut être autonome et assez en bonne santé, mais capable de payer un loyer dans la crise du logement actuel, d'avoir un transport. C'est pas évident d'avoir une automobile au niveau monétaire ou d'être capable de la conduire nécessairement. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de conduire votre véhicule que vous êtes nécessairement malade ou pas autonome, là. Alors, il faut faire des liens entre les différentes problématiques, là. La crise du logement qui touche 0-100 ans, tout le monde, elle touche aussi beaucoup les personnes âgées. Et si on réglait une partie de la crise du logement, une partie du transport, on enlèverait beaucoup de pression sur les personnes âgées, même lorsqu'elles sont autonomes, là. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui au Salon des aînés, de quelle façon vous leur diriez, de quelle manière ils peuvent aller chercher des outils et du support? Ça serait quoi la première étape qu'une personne voudrait améliorer sa situation? C'est quoi la première étape qu'elle peut prendre? Bien, selon les localités, là, j'invite vraiment les gens, parce que les organismes varient selon les localités, mais je les invite vraiment là, à aller voir s'ils ont accès à Internet. Il y a le site de la CDC du Haut-Richelieu-Rouville, la CDC qui a un bottin où il y a vraiment toutes les ressources. Ça s'appelle Assisto. Sinon, gênez-vous pas, appelez dans votre municipalité, puis toutes les villes, petites, moyennes, grandes, ont la liste des organismes communautaires de leur milieu, parce que, idéalement, tu prends un organisme communautaire qui n'est pas loin de chez vous, là, et sinon, qui ne s'ingène pas, qui appelle au CLSC, à l'accueil psychosocial du CLSC, puis les gens qui répondent au téléphone au CLSC, et ça répond au téléphone au CLSC, ils vont être capables de vous donner des références des organismes communautaires. Puis parlez-en à vos proches, les organismes sont de plus en plus connus, il s'agit juste des fois de porter attention, puis on va être capable de... Et si vous appelez dans un organisme, c'est pas celui-là que vous avez besoin, ils vont vous référer aussi à leurs amis de d'autres organismes. Il y a quand même un bon lien là, il y a un bon réseautage entre les organismes communautaires et publics dans la région. Et comme vous dites, les citoyens peuvent rester à l'affût du prochain Salon des aînés ici à Chambly, mais en attendant, il y en a quand même dans les villes autour. Pas nécessairement des salons, mais il y a différentes activités là, pour les aînés, mais aussi des fois pour toute la population en général, là, parce que oui, il peut y avoir un salon pour les jeunes, pour les adultes, mais il y a aussi des activités là, qui sont organisées par les organismes communautaires ou par les municipalités qui sont ouvertes à toute la population. Et très souvent, il y a l'accessibilité aux ressources, soit en termes de kiosques, en termes de pamphlets, mais dès qu'on porte attention, c'est possible d'avoir accès aux différentes ressources dans la région. Merci, M. Loisel, pour ces quelques mots. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui est intéressé par le monde des médias, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. On dit merci à toute l'équipe en studio et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional.